Bonjour, ici Piero San Giorgio, nous sommes en décembre 2014 et comme à chaque saison, je souhaitais vous partager quelques-unes de mes lectures qui peut-être vous seraient utiles ou intéressantes pour cet hiver, hiver 2014-2015. Alors je le fais un peu plus tôt de manière à ce que peut-être vous puissiez vous offrir ou offrir à quelqu'un une partie de ces livres pour ce Noël. Alors, premier livre, alors une fois n'est pas coutume, de la bande dessinée. Alors moi je suis un grand fan de bande dessinée, c'est de mon époque, c'est de mon âge. Je suis de la génération de ceux qui ont connu jeunes Tintin, Astérix, etc. Je suis d'ailleurs pas la première génération. Un de mes auteurs de bande dessinée préférés, c'est Tardy, qui est connu pour Adèle Blanc-Sec, qui est aussi connu pour être un passionné d'histoire et qui a dessiné pas mal de livres concernant la Première Guerre mondiale. C'était la guerre des tranchées, 14-18 en 2 tomes, etc. C'est vraiment quelqu'un qui dessine, il a un style tout à fait particulier. Et ici, il a une œuvre pardon, en 3 tomes, dont voici le deuxième. Le premier est sorti, je crois, l'année dernière. Et le deuxième, eh bien, il s'agit de Stalag 2B, qui est en fait l'histoire de son père, donc René Tardy, prisonnier de guerre pendant la guerre de 1940, enfin 39-45, prisonnier de guerre des Allemands dans un camp donc de prisonniers de guerre. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé ce deuxième tome vraiment intéressant. Autant le premier était toujours très très bien dessiné, avec un grand soin de détails et son style inimitable, et il parlait finalement de la capture et la mise en camp donc du père de ce dessinateur qui était dans les chars dans l'armée française et qui montrait comment il se débrouillait et finalement ce à quoi il devait faire face dans ces camps. Dans le deuxième, il s'agit d'une période qui est peu connue par les historiens, enfin qui est peu connue par le grand public, qui est en fait la période de l'hiver 1945 en Allemagne. C'est une période extrêmement rude, c'est là où la plupart des Allemands sont morts sous les bombardements, avec l'hiver, avec le manque de nourriture, avec finalement l'invasion de l'Allemagne par les contre-offensives, d'un côté les Alliés occidentaux, les Anglais, les Américains et un petit peu les Français, et de l'autre côté, bien sûr, ceux qui ont fait 90% de l'effort de guerre en Europe, c'est-à-dire les Soviétiques, les Russes soviétiques. Et donc, c'est une période où l'Allemagne a beaucoup souffert, et donc quand nous étudions la survie, c'est une période qui m'a toujours fasciné. D'ailleurs, récemment, un très très bon film est sorti, Fury, un film où vous avez vu en affiche avec Brad Pitt, qui se passe dans cette période en 1945, finalement, lorsque les troupes américaines pénètrent en Allemagne de l'Ouest, et les combats, la violence, les exactions contre les civils de tout le monde, sur tout le monde, les fanatiques allemands nazis qui exécutent une partie de la population pour essayer de donner du fanatisme et un dernier combat en attendant les fameuses Wunderwaffe, donc les armes miracles qui allaient sauver l'Allemagne et qui évidemment étaient d'une grande technologie mais pas suffisante pour changer le cours de la guerre. Et puis d'un autre côté aussi les exactions des Américains, des Russes, des Français et partout, finalement l'être humain qui en période de guerre devient dur, sauvage, méchant. Et donc ça donne des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'attitude, préparation. Et donc dans ce deuxième tome, Stalag 2B, eh bien on voit les troupes, enfin donc ces soldats français prisonniers qui essaient de revenir sur en France, ou en tout cas plutôt marcher vers l'Occident, vers l'Ouest. Et donc on voit les péripéties, les souffrances, donc c'est toujours très très bien dessiné. On voit comment ils traversent, par exemple ici, comment ils traversent l'Oder, qui n'est pas une Oder, c'est donc la rivière entre l'Allemagne, la Poméranie et le Brandenburg, comment ils font pour survivre, comment ils mangent, comment ils font des petits coups bas, comment ils gèrent les gardiens qui sont encore là. Parce qu'il faut savoir que finalement, les Allemands essayaient de garder les prisonniers de guerre comme monnaie d'échange pour essayer de négocier encore une paix. Ils étaient dans l'illusion de pouvoir encore négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux pour faire la guerre contre les soviétiques. Et donc, évidemment, ça s'est pas fait, mais les prisonniers étaient relativement bien traités, relativement, mieux que les gens dans les camps de concentration, hein, évidemment.
Et donc, ils étaient marchés et on voit la marche, la difficulté avec les chaussures qui sont pétées, avec quand même quelques biens que la Croix-Rouge. Ça, c'est aussi des histoires assez intéressantes. C'est qu'on imagine toujours que c'était certainement l'enfer, mais il y avait quand même la Croix-Rouge qui amenait des cigarettes. Enfin, c'était très très complexe cette vie des prisonniers. Un de mon grand-père, n'a pas fini prisonnier, mais enfin presque. Il a fini travailleur faire du travail obligatoire dans une usine en Allemagne de l'Est également. Il a été lui aussi libéré par l'armée rouge. Et donc ce genre de livre me tient à cœur parce qu'on voit le genre de vie qu'on peut vivre quand il n'y a plus rien. Et c'est pas non plus quelque chose qui est débile dans notre époque, où nous risquons peut-être de finir dans des États totalitaires. Moi, j'y crois pas trop, parce que je pense qu'ils n'ont plus de moyens. Mais nous pouvons imaginer qu'un État totalitaire, demain, décide qu'une partie de la population doit finir dans des camps, et que nous retrouvions le goulag. Et donc, lorsqu'il y a ce genre de situation, lorsque ça devient chaotique, comme en Allemagne 1945, où à cause des bombardements, toute la logistique allemande, et puis le fait qu'ils perdaient la guerre, est parti complètement dans le chaos, eh bien, les prisonniers des camps de concentration sont morts, notamment parce qu'ils ont dû faire des marches dans le froid en étant mal nourris, etc. Et beaucoup de prisonniers de guerre, malheureusement aussi, sont morts par les maltraitances, mais surtout, certainement la fatigue, les maladies. Et donc, c'est un livre qui est intéressant d'un point de vue historique, et en plus très intéressant pour nous autres qui nous préparons à des temps difficiles. Il y a beaucoup à apprendre des histoires de nos grands-parents. Et ici, Tardy parle de son père. Tardy doit être de la génération de mes parents à moi. Et donc, voilà, c'est un livre vraiment très très intéressant. Stalag 2B, Stalag 2B de Tardy, très intéressant comme livre. Autre livre historique, très très bon livre, Jacques Hogar, L'Europe est morte à Pristina. Jacques Hogar est un officier de l'armée française qui était au Kosovo, et qui raconte dans ce livre son expérience et surtout comment il a trouvé ignoble la manière dont l'OTAN et finalement l'Europe a soutenu ce que lui voit comme des milices ethniques et qui ont fait une épuration ethnique du Kosovo pour chasser les Serbes qui étaient les habitants millénaires de cette terre. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, et je vais pas raconter les détails de ce livre, il est vite lu, il doit faire il fait quoi, une centaine de pages, très très intéressant. En gros, il prétend que finalement l'idée de l'Europe c'est la paix, tout ça, tout ce qu'on sait aujourd'hui être faux. En fait, c'est mort à Pristina en 99, où l'Europe a commis des crimes contre l'humanité, couverts par les médias, couverts par les intellectuels, couverts par les gouvernements, couverts par les États-Unis, couverts par l'Allemagne, et donc que finalement l'âme d'une certaine Europe est morte cette année-là à Pristina, au Kosovo. Donc Jacques Hogar, L'Europe est morte à Pristina, je vous le conseille, très bon livre, très intéressant à lire, et malheureusement un de plus qui montre à quel point notre monde est en train de changer et tout ce que nous croyons est faux. Autre lecture intéressante, pardon, je suis en train de perdre mes livres, un livre, Yannick Colleux, Investir dans les métaux précieux. Alors, je vous ai déjà parlé de livres sur l'or, mais je vous souhaitais lire ce livre il y a quelques temps. Ce que Yannick Colleux nous raconte dans ce livre, c'est comment investir dans l'or, quelles sont les options, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire la part entre les pièces, les lingots, la numismatie, l'or physique, l'or papier, l'or qui est stocké dans un coffre, celui qui est dans une banque, celui qui est dans une société comme aucoffre.com, qui est donc une société qui va garder l'or pour vous, etc., etc. Et il couvre vraiment très très bien toutes ces options. Et quels sont les risques, les arnaques, comment optimiser aussi, ça c'est important pour les Français, comment optimiser sa fiscalité par rapport à l'investissement dans l'or. Alors moi je dis toujours, l'or c'est pas vraiment un investissement, c'est une monnaie qu'on achète pour se protéger et pour transmettre de la valeur dans le futur. Mais enfin c'est vrai que pour beaucoup de gens ça peut être un investissement. C'est quelqu'un qui est dans la même optique qu'un Maloney aux États-Unis. Il croit dans la valeur éternelle de l'or et je suis d'accord. C'est un très bon livre, je le conseille si vous êtes intéressé par les métaux précieux. En voilà un autre, je vous en avais déjà parlé d'un autre précédemment, mais voici un autre très bon livre, donc de Yannick Colleux, Investir dans les métaux précieux. Très bonne lecture, ça aussi. Alors ensuite, peut-être pour
des sujets un petit peu plus lourds, un petit peu plus politiques. Je vous ai déjà parlé de mon interview manquée, malheureusement, avec Éric Zemmour pour son livre Le suicide français. Alors, je ne vais pas en reparler de ce livre, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais simplement que voilà, ce livre est une bonne lecture pour ceux qui souhaitent, ceux qui n'en ont pas encore entendu parler parce qu'ils étaient sur Mars. C'est un livre qui marche très très bien et qui marche bien probablement parce qu'il montre de manière en général assez factuelle eh bien, les 40 dernières années de la France, et il faudrait dire du monde occidental, parce que finalement ce qui se passe en France, c'est un phénomène qui est global dans le monde occidental, où le féminisme a détruit l'homme, le père, où finalement tout a été mis au service de la finance, tout a été mis pour détruire les nations, détruire les racines, détruire le terroir, détruire tout ce qui faisait que l'homme était fort, l'homme et les femmes. Et donc nous avons détruit ce patrimoine, et il est peut-être encore temps de réagir, mais en tout cas la destruction est bien entamée, et il reste déjà vraiment peu à sauver. Donc c'est un livre excellent à avoir lu, pour comprendre aussi les mécanismes qui font qu'en France, nous allons aller vers l'effondrement. Il n'y a aucune solution, les solutions, vous les trouvez dans Survivre, vous les trouvez dans Rue Barba, vous les trouvez dans d'autres livres, mais ce livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, en plus d'être bien écrit comme la plupart des livres d'Éric Zemmour, est fondamental. Un des points qu'Éric Zemmour amène, notamment vers la fin de son livre, c'est il parle du suicide français. Alors j'en profite pour rebondir sur ce livre de Renaud Camus, France, suicide d'une nation, où, dans un tout petit livre à 5 €, il y a à peu près une trentaine de pages, vous trouvez, c'est l'auteur qui a parlé du grand remplacement, c'est lui qui a forgé cette expression de changement de population, pour expliquer que, puisque les peuples européens ne sont pas suffisamment dociles, et qu'ils risquent éventuellement de ne pas accepter la domination de l'oligarchie financière qui utilise le gauchisme et qui utilise le politiquement correct pour imposer cette immigration, à force, cette immigration, par la démographie, par le nombre, va remplacer la population, et sinon, du point de vue génétique, en tout cas d'un point de vue culturel, va remplacer la France et va transformer la France dans autre chose. Alors, est-ce que ce sera une France arabisée? Est-ce que ce sera une France africanisée? Est-ce que ce sera une France globalisée? Ça, l'avenir le dira. Et à mon avis, il ne le dira pas puisqu'on va s'effondrer avant. Toutefois, c'est intéressant. Et donc, ce genre de livre est tout à fait dans la lignée d'Éric Zemmour. Et je dirais même, est à l'inspiration, est à la source des idées probablement d'Éric Zemmour. Donc, si vous aimez Éric Zemmour, en tout cas si vous avez apprécié son livre, regardez l'œuvre de Renaud Camus. Là, en voici un tout petit, mais moi je suis en train de lire toute l'œuvre de Renaud Camus. C'est tout à fait excellemment bien écrit, c'est tout à fait pertinent. Et alors évidemment, il est traité de facho, machin, tout ça. C'est normal. Dès qu'on casse l'oligarchie financière, c'est tout de suite toutes les insultes qui arrivent. Mais on s'en fout de toute façon. Plus personne n'en a rien à foutre de ces étiquettes. De toute façon, on ne va pas à la télé, on ne va pas sur TF1, on n'est pas là pour faire une carrière, on n'en a rien à battre. Donc ils peuvent y aller. Donc, si vous voulez savoir ce que pense un mal-pensant, et qui est un excellent mal-pensant, Renaud Camus, France, suicide d'une nation. Après, la question qui se pose, c'est que si une nation se suicide, et à mon avis c'est plus un meurtre qu'un suicide, quelles sont les solutions? Alors vous savez, vous connaissez les miennes dans Survivre à l'effondrement économique, par rapport à la préparation, mais il y a peut-être aussi des solutions politiques. Alors un des nouveaux mouvements qui, à l'instar des identitaires, est en train d'émerger, en France en l'occurrence, mais pas qu'en France, dans tous les pays, c'est le mouvement en fait de Laurent Ozon, qui parle notamment dans ce livre, il commence à introduire le concept de rémigration, c'est-à-dire il explique comment selon lui il va être nécessaire, et son livre, le titre de ce livre c'est France, les années décisives, comment il va être nécessaire de commencer à réfléchir, et c'est déjà incroyable qu'on puisse en parler. Moi je suis ouvert à toutes les idées, qu'on puisse parler de tout, mais force est de constater qu'il y a encore quelques années, imaginez de mettre en place une politique pour expliquer à une partie des immigrés en France, ou des Français d'origine immigrée, que c'est le moment de partir, de rentrer de là d'où ils viennent, c'était impensable. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Ça demanderait 1 heure de discussion, et probablement, j'aimerais bien re-rencontrer Laurent Ozon pour en parler. Alors, nous avions fait 2 conférences ensemble, qui étaient très, très instructives, très intéressantes pour moi en tout cas. Et donc, Laurent Ozon
dans ce livre, peut-être va, d'une manière plus brève, va plus loin qu'Éric Zemmour, mais certainement il partage un canevas identique, qui est celui de faire un constat extrêmement bah, difficile, noir de l'état de la France, mais lui en revanche de commencer à ébaucher des solutions qu'il va probablement fignoler, préciser dans ses prochains livres. Je sais qu'il est en train de terminer un nouveau livre que je me réjouis de lire. Et donc, tout de même, dans les années décisives, il fait un constat, mais surtout, il commence à donner des solutions, et il ébauche cette idée de rémigration, et qu'il explique comme étant la suggestion, d'abord, mais peut-être plus que la suggestion plus tard, peut-être de faire cela d'une manière coercitive, de finalement, face à la crise, face à l'incapacité de nourrir, et même encore moins de faire travailler des millions de gens, de leur expliquer que leur avenir, ce n'est plus ici, c'est là-bas, et qu'il va falloir qu'ils reviennent d'où ils viennent. Et je suis curieux de voir justement dans la manière pratique, comment est-ce qu'on peut théoriser de manière pratique ce genre d'idée. Parce que moi, je vois énormément de problèmes à la mise en place d'une telle optique, encore que j'aurais des idées pour, j'ai des idées pour, j'ai des idées contre, et donc ce serait intéressant d'en débattre. En tout cas, c'est un livre, à mon avis, qui va faire parler, et Laurent Auzan va faire parler de lui ces prochaines années. Lui et la mouvance identitaire sont des tendances qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître dans ces prochaines années, notamment en France, mais pas seulement en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. On sent que finalement les peuples européens, écrasés par la domination de l'oligarchie financière et submergés de plus en plus par des populations qui viennent d'ailleurs. Et moi, je suis d'avis que ce n'est pas la faute de ces populations en tant qu'individus. Eux n'ont pas choisi. Il y a tout un mécanisme qui a fait qu'ils sont là. Ce n'est pas eux, en fait, les coupables. Néanmoins, ils sont là. Et est-ce qu'ils posent un problème? Est-ce qu'ils posent pas un problème? Moi, j'ai un avis très modéré là-dessus. Peut-être plus modéré que celui de Laurent Auzan. Et je me réjouis d'en discuter avec lui. En tout cas, c'est un livre qu'il faut lire, à mon avis, pour comprendre, pour aller un petit peu plus loin que le livre de Zemmour ou d'autres. Donc voilà, Laurent Auzan, France, les années décisives. Et parce que je ne lis pas que des auteurs de droite, je lis aussi des auteurs de gauche. Il ne faut pas croire, hein. Des fois les gens ils s'imaginent je ne sais pas quoi. En fait, c'est Jean Ziegler, Retourner les fusils. Jean Ziegler n'est presque plus à présenter, mais pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un Suisse, un auteur qui a beaucoup travaillé auprès des Nations Unies pour développer des programmes d'aide au tiers-monde. Alors, si on voulait être caricatural, on dirait que c'est un gauchiste tiers-mondiste. Moi, je crois qu'en fait, c'est un anarchiste. C'est un vrai anarchiste. Quand on lit ses livres, on se rend compte qu'il n'est pas pour le soviétisme, il n'est pas pour le communisme, il n'est pas pour... Alors, il a ses idées de justice sociale, il a ses idées d'égalitarisme, il a ses idées de liberté. Alors, certaines me plaisent, la liberté, l'égalitarisme ne me plaît pas du tout. Mais enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. C'est pas un sectaire, c'est quelqu'un qui est très appréciable. Je l'ai rencontré une ou deux fois. C'est quelqu'un d'aimable en plus, et fondamentalement, on voit que c'est quelqu'un qui est bon, en plus d'être intelligent, quelqu'un qui a une bonté d'âme. Donc ça, c'est toujours appréciable. Il faut le dire quand c'est vrai, quand on a l'opportunité. Alors, ce livre, Retourner les fusils, choisir son camp, c'est un livre qui est sorti en 1980, donc ça, c'est la version remise à jour, avec pas mal d'ajouts qui correspondent au conflit au Moyen-Orient, qui correspondent au conflit entre l'Israël et la Palestine, à la domination des oligarchies financières qui ne se voyaient pas autant dans les années 80. Et finalement, il fait un bilan de ce que veut dire le combat politique, ce que veut dire l'État, ce que veut dire la nation, ce que veut dire le patriotisme. Alors lui n'est pas un patriote, c'est un universaliste, typiquement dans la mouvance du progressisme de gauche. Ce qui n'est pas débile, hein. Moi je ne suis pas du tout dans cette approche-là, mais j'admets que ce n'est pas une approche débile du tout. C'est une approche tout à fait intéressante. Moi je prétends qu'il n'y aura pas les ressources pour nous permettre d'être des bisounours tous ensemble. Mais enfin, c'est intéressant de voir quelqu'un de la génération de mes parents, des années 60, 70, qui a réfléchi et qui a milité à cette période, notamment pour une certaine liberté des pays du tiers-monde, et ça je suis totalement d'accord avec lui. Moi aussi, je suis un tiers-mondiste, c'est-à-dire que les pays du tiers-monde doivent être libres et doivent pouvoir se développer sans ni le colonialisme, ni le néocolonialisme industriel des multinationales. Et donc, il dénonce cet état de fait, il dénonce ces exemples
Le seul défaut que je trouve à ces livres, pas que celui-là, mais les autres aussi, c'est que souvent, c'est un défaut typique des gens de gauche, mais souvent on voit aussi ce défaut chez la droite, où en fait les mots sont utilisés comme étant des vecteurs d'idéologie. Par exemple, je sais pas, c'est comme si quelqu'un dirait oui, l'Allemagne nazie et son idéologie nauséabonde. Ouais, mais ça veut rien dire. Parce que ce qui est nauséabond pour moi, c'est peut-être pas le nauséabond pour toi. Moi, j'aime bien le haggis, la panse de brebis farcie écossaise. Je trouve ça super bon, mais pour quelqu'un d'autre, ce sera nauséabond. Et inversement. Donc, ça, c'est un problème. Quand on parle de fascisme, d'idées mortifères, il faut définir. Parce que même une idée mortifère, bah, ça dépend pour qui. Ça dépend qui gagne. Je veux dire, si tu prends le conflit israélo-palestinien, pour un orthodoxe juif de Jérusalem, massacrer les Palestiniens, c'est bien. Et pour le Palestinien, c'est pas bien. Et pour l'extrémiste du Hamas, massacrer les juifs, c'est bien. Et puis pour le juif, c'est pas bien. Donc, toujours bien définir les choses. Bon, ça, c'est des raccourcis. Mais enfin, c'est un petit défaut. Le livre est très très bien. Vous le trouvez assez facilement, 20 €. C'est un livre, pour ceux qui ne connaissent pas Jean Ziegler, c'est un livre qui est excellent pour démarrer et comprendre, finalement, quelqu'un de gauche intelligent. Il y en a. Et plus qu'intelligent, c'est quelqu'un qui est assez raisonnable, bien que beaucoup de gens le considèrent comme étant extrémiste. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez raisonnable. C'est plutôt une mouvance anarchiste qui va en plus parler, à mon avis, aussi de comment les idéologies se mettent en place et comment, aujourd'hui, nous sommes dans une idéologie de mise en esclavage de l'espèce humaine entière au service d'un tout petit nombre d'oligarques, de gens très très riches et très puissants. Et moi, je crois que c'est un mécanisme inévitable qui va s'effondrer de toute façon sous le poids de ses contradictions et notamment énergétiques. Après tout, d'autres pensent que c'est un complot, et lui a une approche marxiste de cette vision-là, qui est une approche plus de lutte des classes, qui n'est pas idiote, justement. Marx est très intéressante comme analyse, et peut-être c'est une manière aussi pour ceux qui ne connaissent pas les mouvements de gauche progressistes, mais intelligents, de commencer par, surtout pour les plus jeunes, de commencer par ce livre de Jean Ziegler, Retourner les fusils, choisir son camp. Très bon livre. Passons sur des sujets un petit peu plus légers. Alors, si vous souhaitez vous faire une évasion historique, si vous souhaitez pour Noël lire un livre qui va vous faire vivre la saga des Vikings, je vous conseille ce livre, Le Temps des Loups, Ulfar Saga, qui est écrit par Ulfdis Haraldsdottir. Certains d'entre nous la connaissent puisque elle est survivaliste, elle s'intéresse à ce que l'on fait. Et elle a écrit un livre qui est bien écrit, vite lu, une histoire sympa et surtout extrêmement précise au niveau historique. Alors ça se passe au 9e siècle ou 10e siècle, dans l'an 900 et quelques. C'est l'histoire d'une viking, d'une femme viking, d'une noblesse viking, qui va avoir pas mal de péripéties à cause d'un mariage qui va mal se passer et qui va devoir traverser, non pas l'empire, mais l'empire commercial viking, y compris participer à des guerres, et à travers la Russie, les pays baltes, les îles anglo-saxonnes à l'époque, et même arriver en France. Et donc, c'est un livre qui est vraiment dépaysant, et à la fois moi je connais un petit peu, pas très bien l'histoire des Vikings, mais de ce que je connais, c'est pile poil, ça rentre exactement dans la réalité historique. Donc elle a fait un travail vraiment excellent, je vous le conseille. C'est un livre que vous pouvez commander sur Amazon ou sur, elle a une page Facebook, j'imagine. Ulfar Saga, Le Temps des Loups. C'est vraiment un très très bon livre de fiction historique. Et vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est une jeune auteure qui écrit bien. Donc, il faut encourager les petits jeunes. C'est auto-édité. Donc, ça n'ira pas dans les poches des grands éditeurs. Donc, c'est toujours bien. Vraiment un bon livre, hein. Ulfar Saga. Alors, j'en ai déjà parlé en anglais. Un très bon livre d'un auteur qui est génial, John Michael Greer, qui est un auteur qui est dans la mouvance de l'effondrement, d'une approche peut-être plus beatnik, si je puis dire, beaucoup plus... il pense que ça va se passer mal, il pense que ça va être des destructions totales, mais finalement, il a une approche à 10 000 mètres de hauteur. Lui, il se dit, mais finalement, à quoi bon se préparer? De toute façon, l'espèce humaine va s'en sortir, l'espèce humaine, elle va de toute façon se réorganiser,
Et ce sera ni mieux ni moins bien, ce sera ce que ça a toujours été. Il y aura des forts, des faibles, des intelligents, des curieux, des idiots, des gens qui vont créer des souffrances, d'autres qui vont essayer de construire. Et bon, alors évidemment, je suis d'accord, mais moi je préfère quand même bosser. Mais enfin, cela dit, c'est un extraordinaire écrivain. Et si vous lisez l'anglais, je vous conseille de lire son dernier roman, Twilight Lies Gleaming, qui parle de la guerre, l'énième guerre, mais cette fois qui rate, des États-Unis pour conquérir des ressources naturelles, cette fois en Tanzanie, puisqu'il y a des nouveaux gisements qui ont été découverts. Et dans ce livre, qui est un thriller de techno-fiction, eh bien, on va voir les États-Unis, l'armée, l'aviation, la marine américaine se viander complètement face à la Chine, qui, avec ses alliés, met en place un plan pour totalement détruire, baiser la gueule, j'avais envie de dire, à l'Amérique, et réussir ce pari. Alors, je ne vous dis pas comment, parce que c'est passionnant, c'est ça l'intérêt du livre, et donc de voir comment, dans cette fiction, les États-Unis se prennent une bastonnade mémorable, et finissent par partir dans une spirale d'effondrement et même d'implosion et de sécession de ces États. Donc je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est tout à fait pertinent par rapport à ce qui est en train de nous arriver, par rapport à ce qui est en train d'arriver en Amérique, et je pense qu'il a vu juste que dans les 10-15 prochaines années, au plus tard, nous allons voir ce genre d'implosion aux États-Unis, et évidemment ce sera lié à des conflits, ce sera évidemment lié à des guerres, et évidemment l'importance de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, vont être déterminantes dans la destruction plus ou moins rapide et l'implosion plus ou moins rapide des États-Unis. Donc c'est un livre très intéressant pour ceux qui s'intéressent comme nous à la géopolitique, surtout si vous comprenez l'anglais. Twilight Lies Gleaming de John Michael Greer, vous le trouvez sur Amazon ou sur son site. Ça c'est le livre, la version qui m'a filé avant qu'il soit publié. Il est vraiment très très bien. Plus rigolo, c'est un livre qui est assez ancien, de David Macaulay, La civilisation perdue, naissance d'une archéologie. C'est un livre très cocasse, il date des années, je crois, début des années 80, où l'auteur, qui est un dessinateur assez technique, assez talentueux, imagine les archéologues du futur retrouver notre civilisation. C'est un livre assez connu, hein, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. On va imaginer justement des archéologues retrouver, par exemple, voilà, vous voyez, des toilettes, et imaginez ce que ça peut être, puisque ça se passe longtemps dans le futur, et que la civilisation humaine est complètement différente. Et donc, lorsqu'ils trouvent des cadavres dans leur salle de bain, on imagine que c'est une tombe funéraire, ou que c'était la salle du trône, et les textes sont assez drôles. Alors, ça reste de l'humour gentil, hein, c'est pas Dieudonné, c'est pas Alexandre Astier. Quoique, ça se rapprocherait à du Astier. Mais voilà, c'est assez rigolo d'imaginer ce que pour nous est normal d'être considéré comme étant quelque chose d'absolument fantastique dans les années futures. Et donc, voilà, on imagine toutes sortes de théories. Donc, les archéologues du futur imaginent des théories complètement débiles sur la manière dont on vivait nous. Et ça nous fait aussi réfléchir aux théories débiles que l'on entend des archéologues d'aujourd'hui, lorsqu'ils nous parlent des civilisations anciennes et qui nous expliquent que les pyramides ont été fabriquées avec de la pierre polie et qu'on a fait transporter des blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes sur des rondins de bois à une vitesse de 1 par minute pour assembler les pyramides. Donc, tout ça, c'est tout à fait intéressant. Ça nous remet aussi en perspective, comme John Michael Greer, on se rend compte que finalement, nous ne sommes que peu de choses et que notre civilisation, malgré ses prouesses et ce qui nous paraît à la fois normal et fantastique, finalement n'est peu de choses et que dans 500 ans, dans 1000 ans, les humains du futur, s'ils ne sont pas tous irradiés, eh bien, vont trouver ça très intéressant. Donc, je vous le conseille. C'est un livre qu'on trouve d'occasion, moi j'ai trouvé d'occasion, La civilisation perdue, naissance d'une archéologie de David Macaulay. Je crois que c'est un Britannique. Très très bon livre que vous pouvez trouver chez un bouquiniste ou sur eBay ou sur des ventes de livres d'occasion. Alors, pour terminer, petite littérature. Alors, Zemmour cite Madame Bovary de Flaubert. Alors, je l'ai repris. Et je l'ai relu. Alors c'est un pavé, hein. Mais après tout, j'avais du temps en faisant un peu de gym, là, c'est l'hiver, donc je fais un peu de vélo d'appartement, donc je lis des bouquins. Alors, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, excellemment bien écrit. C'est vrai que le style ça faisait presque 30 ans que je ne l'avais pas lu.
un livre, un style extraordinaire. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Madame Bovary, Emma Bovary, c'est un peu une poufiasse. C'est la poufiasse de l'époque, 1815. Elle est un peu, c'est la pauvrasse, fille de paysan, éduquée dans un couvent d'Ursulines. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de lire de la littérature romantique, des trucs à la con, genre elle va s'imaginer qu'elle va avoir une vie fantastique, elle va se marier avec quelqu'un d'excitant, enfin tous les trucs de la conne, quoi. Et alors qu'on sait que, enfin, c'est complètement débile. Enfin, pour tous ceux qui sont mariés, ils savent que c'est pas ça. Et les femmes le plus. C'est les gosses, la marmaille, machin. Et donc, elle imagine qu'elle va se marier et faire une vie trépidante, alors qu'en fait, c'est une pauvrasse, elle se marie avec un médecin de campagne, le mec, en plus, il est amoureux d'elle, mais elle, visiblement, c'est pas ça qu'elle veut le strass, les paillettes, monter à Paris, avoir de l'aventure, machin. Donc finalement, elle se fait chier, parce que, bah voilà, son ambition est trop grande, elle sait pas se mettre à sa place. Les Grecs diraient qu'elle a du hubris. Et donc, elle finit par avoir des amants, ce qui a fait un scandale à l'époque, parce que c'était un livre, quand même 1840 et quelques, je crois. Donc à cette époque, une femme qui avait des amants était complètement... c'est pour ça que c'est un livre qui est apprécié par les féministes. Mais enfin, elle a des amants qui sont cons comme la lune, qui s'en foutent. Finalement, elle a une gamine avec son mari et elle la trouve moche. Ça, c'est très intéressant. C'est toujours le cas des gonzesses un peu mignonnes, mais un peu connes, qui essayent de marier des mecs riches, qui sont souvent un peu moches. C'est comme ça. Et bien, souvent, elles sont très déçues de leurs gosses, parce qu'elles sont mignonnes, et elles vivent par la beauté, et ils voient leurs gosses, notamment si c'est des filles, qui sont moches. Moi, j'en connais plein ici à Genève, des gonzesses sublimes, qui sont maquées avec des mecs super riches, mais qui sont des patapoufs, des mecs immondes, qui sont intelligents dans les affaires, mais qui sont immondes. Et quand elles font un gamin, alors parce que c'est aussi le truc pour agripper les revenus, mais n'empêche que la gonzesse, elle qui a vécu par la beauté, elle ne connaît que ça. Donc quand elle a une fille, un garçon moins, mais quand elle a une fille, elle se rend compte que la fille ou le garçon, c'est des patapoufs qui sont moches aussi, et qui sont en plus un peu moins intelligents que le mari, parce que sa connerie, elle est passée dans les gènes du gamin, malgré les bonnes écoles. On se rend compte que finalement, elle est super déçue. Et souvent, c'est terrible de voir ces jolies filles qui n'aiment pas leurs enfants. Et pour une femme, ne pas aimer son enfant parce que quelque part, il est décevant, c'est une des pires punitions qu'on peut avoir. Donc, mesdames, messieurs, mariez-vous, bien sûr, en fonction de vos intérêts, mais aussi parce que vous vous sentez bien et parce que génétiquement, la personne avec qui vous êtes sera bonne pour vous. Enfin, je veux dire, le mariage, c'est pas la passion, d'accord, ça n'a rien à voir avec l'amour, la passion. Mais enfin, au moins avec des gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui génétiquement vous allez avoir un bon résultat, parce que sinon, vous allez pas aimer vos enfants. Et je pense que ça doit être quelque chose d'assez dur à vivre. Bref, donc Madame Poufias Bovary, elle, j'aurais voulu dire ça, mon examen de français de fin des études. Ouais, ce livre, c'est à propos d'une poufiasse. C'est un excellent livre, hein, attention, c'est un super livre. Mais bref, et elle finit par se suicider, donc je vous donne la fin. Ça aussi, ça fait scandale, mais normalement, vous connaissez l'histoire. Et ça aussi, voilà, c'était quelque chose d'assez original à l'époque. Enfin bref, si vous voulez lire un livre en bon français, si vous voulez vous replonger dans le romantisme à la con du 19e siècle, et comment certains petits bourgeois avaient une vision du monde qui était horrible, mais qui est celle qui est venue jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Madame Bovary, c'est un des classiques. Moi, je préfère Balzac, mais Flaubert, faut dire, c'est quand même bien écrit. Et donc, les grands classiques de l'immense littérature française, qui est à côté de l'immense littérature anglaise, italienne, allemande, est bien intéressante. Il y a un petit peu de Don Quichotte dans Flaubert. Il y a un petit peu de Cervantes dans Flaubert. Bref, je vous le conseille. Et pour terminer, j'espère que je vous ai bien emmerdé avec ma musique pendant ma vidéo, mais simplement pour vous dire que l'un de mes groupes favoris est toujours vivant, Pink Floyd. The Endless River, ils viennent de sortir leur dernier double disque. Alors j'ai chopé un coffret, j'aurais peut-être pas dû. La plupart des gens volent les télécharges gratos, les musiques sur Internet. Je l'ai fait aussi, mais j'ai en plus acheté le coffret parce que je veux garder Pink Floyd dans ma base autonome durable. C'est un des groupes, pour moi, les plus extraordinaires du XXe siècle. Ils sont toujours vivants. Alors, c'est plus exactement la même chose que dans les années 70, bien sûr, mais c'est de la bonne musique planante, c'est de la musique d'ambiance. Et mes prochains bouquins, en tout cas en 2015, les bouquins que je vais écrire, ils seront sûrement faits avec cette bande originale. Donc, avec ça, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. Réfléchissez par vous-même, soyez aiguisés, soyez incisifs, réfléchissez et informez-vous. Et préparez-vous parce que ça devient chaud là dehors. À bientôt, ciao.